Nous allons reprendre comme prévu après la pause du déjeuner. Donc, comme je l'avais annoncé ce matin, le programme de cet après-midi va s'ordonner autour des thèmes qui ne sont pas ceux de la géostratégie ou la géopolitique. Et je remercie beaucoup Jean-Claude Casanova d'avoir accepté d'introduire cet après-midi, qui, à la différence de la matinée qui était organisée en table ronde, verra se succéder d'une manière peut-être plus habituelle à la BNF des interventions séparées mais qui ensemble font sens. Ce sera Perrine Simon-Nahum qui va être la première, suivie sur le thème le titre qu'elle a choisi, de Nantucket à Vienne, Thérèse Delpech et la théologie du mal. D'ailleurs, vous ferez spontanément le lien avec les thèmes de la matinée et la crainte, du retour de la barbarie. Marie-Lia Eisenstein, que je remercie très chaleureusement d'avoir fait le voyage d'Athènes ce matin à une heure impossible pour nous rejoindre pour parler de Thérèse Delpech, lectrice de Freud. Puisqu'elle a aussi, d'une certaine manière, participé ou aidé Thérèse de ses conseils dans son livre, son dernier ouvrage paru chez Grasset. Le père Jean-Robert Armogat, dont je craignais qu'il ne soit retenu par une élection à l'école pratique, mais qui a vu son candidat ou sa candidate élue plus rapidement que prévu, et parmi nous, et parlera donc de la lecture de la Bible qui transparaît dans les écrits de Thérèse. Et Mona Ozouf conclura cet après-midi, moi-même ne faisant que quelques mots de conclusion. Et si vous le souhaitez, j'ai pensé que la meilleure manière de terminer cette journée serait de passer, de visionner, comme on dit techniquement, la dernière interview que Thérèse ait faite à propos de L'Homme sans passé, je crois, à la librairie Mola, et qui est à la fois très riche et très émouvante. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à Jean-Claude Casanova d'être parmi nous, d'introduire cet après-midi, et également d'avoir fait dans commentaire paraître d'avoir rendu hommage aussi à Thérèse Delpech dans la dernière livraison de commentaires. Voilà, je lui cède aussitôt la parole. Merci. Puisque l'après-midi va être consacré à rappeler des souvenirs et à cerner la personnalité très riche de Thérèse, je voudrais très brièvement évoquer quelques souvenirs qui ont été très précis pour moi et qui m'ont donné assez vite une impression de son caractère et de sa personnalité. Je l'ai connu dans les années 70, je ne sais plus très bien quand, par l'intermédiaire de François Furet. Au moment où Furet succédait à Le Goff, à la présidence de l'école des hautes études, et où il se préoccupait du fonctionnement de l'école des hautes études et des rapports avec les instances scientifiques. Et il m'avait dit, il y a une normalienne agrégée de philo à la délégation générale à la recherche scientifique qui est très bien, c'était Thérèse. Donc je l'ai à peine vue dans ces années-là, mais j'ai un souvenir très précis sur l'année 1979 et qui tient au hasard, c'est-à-dire à la rencontre de deux séries indépendantes. Les deux séries indépendantes, et l'une que je m'occupais à Matignon de ce que nous appelions les études politiques, c'est-à-dire les sondages, les enquêtes d'opinion, etc. Et l'autre série, c'est que j'avais beaucoup incité Raymond Barre à nommer comme chargé de la recherche scientifique Pierre Aigrin. J'avais la naïveté de penser que le garde des Sceaux doit être un grand juriste, le ministre de l'Éducation un grand professeur et celui chargé de la science un scientifique. Sur ce point, j'avais été suivi, sur les autres non, et Aigrin était donc ministre. Et j'avais le problème suivant, habituellement, avant, si j'ose dire, les sondages à Matignon étaient financés sur les fonds secrets. Et je trouvais que ce n'était moral ni pour celui qui paye, ni pour celui qui est payé. Pour celui qui paye, ça consiste à inciter à la fraude fiscale, et pour celui qui est payé, ça consiste à l'inciter à la dissimulation.
Et donc, j'avais convaincu le Premier ministre qu'il devait y avoir une dotation budgétaire spécifique destinée aux études d'opinion souhaitées par le Premier ministre. Et comme Matignon n'a pas une véritable administration, et que je connaissais bien Aigrin, j'avais dit, je verrai ça avec la direction du budget, et on donnera une dotation spéciale au ministre chargé de la recherche. Ce que j'avais fait de la façon la plus régulière, il y avait un bleu budgétaire, une lettre d'instruction du Premier ministre au ministre du budget, une lettre d'instruction du Premier ministre au ministre chargé de la recherche. Une commande est faite sur des sondages dont je ne me souviens plus du tout du sujet, mais je me souviens très bien de l'apparition de Thérèse. Et la Sofresse, qui était chargée de ce sondage, au bout d'un mois, me téléphone et me dit « mais le contrat avec le ministère de la Recherche n'est pas conclu. » J'ai dit « c'est un retard administratif, ce n'est pas grave. » 15 jours s'écoulent, nouveau coup de téléphone de Pierre Veille, toujours pas de contrat. Alors je téléphone à Aigrin, et Aigrin, qui était un officier de marine, grand savant, directeur du laboratoire de physique de l'école normale, un peu gêné, me dit au téléphone, me surprenant d'ailleurs, me dit au téléphone, mais j'ai des difficultés avec mon administration. Je dis, ah bon, et de quel ordre? Il dit, mais mon administration ne veut pas. Le capitaine de vaisseau Aigrin était manifestement rade, si j'ose dire, et je lui dis, écoutez, envoyez-moi votre administration. Et donc, j'ai vu arriver, à ma grande surprise, Thérèse Delpech. Et alors, je lui ai lu l'article de la Constitution sur les pouvoirs du Premier ministre. Et puis, je lui ai dit ce que j'avais fait, que tout me paraissait parfaitement légal et politiquement nécessaire. Et elle m'a dit, c'est certainement juridiquement légal, c'est certainement politiquement nécessaire, mais c'est scientifiquement incorrect, parce que ce n'est pas de la science. Et il y a eu 1 heure entière de conversation pour dire, malgré tout, les limites de la science sont non précises, surtout en ces matières, et entre la science théorique et la science appliquée, les études, il y a un continuum que les plus grandes institutions scientifiques pratiquent. La conclusion a été que Thérèse est partie, heureuse, et moi j'étais séduit et impressionné, c'est-à-dire que mon cœur n'aurait pas été pris, je serais tombé amoureux de Thérèse, sans doute peut-être parce qu'on devient amoureux de celle qui vous résiste, mais surtout parce que j'étais devenu admiratif de la conviction de Thérèse. J'avais Antigone s'adressant à un porte-parole de Créon, si vous voulez, et je me souviens dans la moindre précision de cette heure. Et Thérèse a été bénéfique parce qu'elle a instillé en moi un remords, et j'ai l'année d'après supprimé la dotation budgétaire à la délégation générale à la recherche scientifique pour créer la même délégation pour le service d'études et de documentation du Premier ministre, qui depuis d'ailleurs conduit des sondages, sauf le dernier président de la République, qui a d'ailleurs eu à cause de cela des ennuis avec la Cour des comptes. Et si j'ose dire, moralement, Thérèse est présente par l'institution de crédit spécifique pour les sondages au service d'études du Premier ministre. Et de cet épisode, j'ai retenu, si vous voulez, un sentiment de la très forte personnalité de Thérèse, du courage absolu, parce que j'ai vécu 10 ans dans des positions politico-administratives, je n'avais jamais vu une telle capacité de résistance à ses propres directeurs, à son ministre, à tous les cabinets ministériels, etc., avec un aplomb, une certitude qui ont absolument conquis mon cœur, mon esprit, et je suis depuis cette date resté un admiratif inconditionnel de Thérèse. Et autre événement minuscule, il y a très peu de temps, le 14 décembre, j'ai reçu le mail suivant de Thérèse. « Mon cher Jean-Claude, je suis choqué d'apprendre que l'épreuve de culture générale a été supprimée du concours d'entrée de Sciences Po. Mes étudiants ne savent déjà pratiquement rien. L'exemple américain est une catastrophe. Comment cette décision a-t-elle été prise ? Point d'interrogation. En réaction, j'annule le cours que je devais assumer au second semestre de l'école doctorale Amitié fidèle. » Voilà, c'était tout à fait Thérèse. J'ai évidemment répondu qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète que la culture générale serait maintenue, mais je puis vous garantir que dans les 5 ans qui viennent pour achever mon mandat, chaque fois qu'une décision sera prise sur les concours d'entrée, Thérèse sera présente et je veillerai personnellement à ce qu'aucune épreuve de philosophie, d'histoire ou de culture générale ne soit amoindrie. Mais de ces 2
tout petits épisodes. Je voudrais simplement tirer l'impression générale que m'a toujours donnée Thérèse, que j'ai beaucoup vue à la Revue, au ministère des Affaires étrangères, quand elle était au cabinet du Premier ministre, sans jamais beaucoup m'occuper avec elle de politique étrangère. J'étais moins savant qu'elle sur les questions nucléaires et peut-être moins décisionnaire qu'elle, moins décisive qu'elle sur beaucoup de problèmes, notamment du Moyen-Orient. Mais néanmoins, j'ai toujours constaté chez elle cette combinaison de fermeté, de douceur, d'action et d'analyse, de façon d'aller de la guerre à la paix, du réalisme à l'idéalisme, c'est-à-dire qu'elle me donnait toujours le sentiment de suivre complet l'arc qui va d'un extrême à un autre et d'être toujours présent de toujours avoir une vision qui permet de comprendre à la fois la position réaliste et la position idéaliste, la position douce et la position ferme. Et elle m'a toujours donné le sentiment d'être toujours dans cette amplitude de la vision, évidemment avec ses caractères propres à elle quand il s'agit. Et en dernière analyse, en profondeur, il y avait chez elle, pour beaucoup d'entre nous, elle paraissait très dure sur certaines questions d'affaires étrangères, mais quand on lui disait, bon, c'est entendu, vous condamnez le régime, vous approuvez telle intervention, etc., mais qu'est-ce que vous feriez ? À la réponse, qu'est-ce que vous feriez ? Elle était plus en arrière, comme si elle comprenait parfaitement toutes les objections qu'on pouvait faire à l'égard d'une politique qui paraissait imprudente ou trop aventureuse. Et donc j'ai toujours eu le sentiment qu'au fond, de la façon la plus classique, la plus belle et la plus harmonieuse, elle distinguait très bien les trois ordres, si vous voulez, l'ordre de la nature, l'ordre de l'esprit et l'ordre, puisqu'elle était assez profondément chrétienne, l'ordre de la charité d'une certaine façon, et que cette distinction des ordres, cette diversité des points de vue, malgré l'apparence qu'elle pouvait donner dans certains cas, était présente chez elle et faisait la richesse, je crois, d'une intelligence supérieure et d'une personnalité sensible et qui méritait d'être admirée et aimée. Voilà les quelques impressions que j'ai retirées d'elle, mais ceux qui vont parler maintenant l'ont mieux connue que moi d'une certaine façon et en diront bien plus que je viens de dire. Bien, c'est un petit peu impressionnant d'être là seule à cette estrade, mais bon, le courage de Thérèse va m'habiter. Ce que je voudrais vous livrer aujourd'hui, ce ne sont pas des souvenirs, c'est plutôt le fait que ce que j'ai entendu ce matin me rend très modeste, dans la mesure où j'ai donc, comme tous les gens qui ont parlé aujourd'hui, connu Thérèse, connu et aimé Thérèse, mais je n'ai jamais, je crois, mesuré l'importance internationale qu'avait sa pensée. Et je ferai le lien avec ce dont je voulais vous parler parce qu'il me semble que pour connaître quelqu'un, il faut d'abord connaître sa question. Et la question de Thérèse, me semble-t-il, était la question du mal, la question de la théologie du mal. Je ferai donc le lien avec ce qui a été dit ce matin en citant les 2 dernières lignes d'un article qui a, je crois, beaucoup compté pour elle, un article qui était paru en 2009, d'abord en anglais, puis qui avait été repris dans Le Monde sous le titre « Le déclin de l'Occident », dans lequel Thérèse se livrait à une défense, comme elle le faisait souvent, de nos valeurs. Voici ces 2 lignes. « Nous sommes des êtres du déclin et du gouffre qui ont soif de connaissance et de salut. Beaucoup de peuples pourraient se reconnaître dans ce miroir. » L'histoire commence, me semble-t-il, à Nantucket, parce que, avec Thérèse, d'une certaine façon, toutes les histoires commencent à Nantucket, petit port au large de Cape Cod, d'où s'élancent les baleiniers qui partent vers les mers du Sud à la poursuite des grands cétacés. Elle commence, si vous vous souvenez du livre d'Herman Melville, Moby Dick, par ce sermon du père Maple qui évoque la parabole de Jonas. Son thème, la faiblesse humaine, l'égoïsme dont l'homme fait preuve face à ses semblables, mais aussi son incapacité à juger de l'importance des enjeux.
Ceux-ci lui apparaîtront une fois dans le ventre de la baleine ou lorsque l'ombre du Kikaïon fera défaut. Pourtant, l'intrigue est nouée avant même l'entrée en scène d'Ismaël ou de Jonas. Elle débute en réalité avec Akab, capitaine du navire à la jambe unique, pour lequel aucune rédemption n'est possible et qui poursuivra la baleine blanche jusqu'à l'ultime traversée. Ce qu'Ismaël apprend des paroles du père Maple, c'est l'histoire qu'il s'apprête à vivre. Non seulement le fait que les grandes catastrophes font partie de notre héritage, mais qu'elles sont causées par l'incapacité où nous sommes d'arrêter la démesure de nos semblables et la nôtre propre. Faute d'avoir su arrêter Akab, il lui faudra poursuivre le monstre blanc au péril de sa vie. Moby Dick était, je crois, l'un des livres préférés de Thérèse, sans doute parce qu'elle y voyait le roman d'apprentissage du XXe siècle. C'est ce drame de l'humanité qui a formé la toile de fond de son engagement et plus encore de ses interrogations. Car l'histoire n'est là que pour masquer l'essentiel, à savoir non seulement que la nature humaine porte en elle le mal qu'elle produit, mais que les choses sont, comme disait Thérèse, loin de s'arranger. Il est significatif que le syntagme qu'elle avait formé et qui donne son titre, vous le savez, à l'un des essais qu'elle a publié, qui a trouvé le plus d'écho dans le grand public, l'ensauvagement, et qui mettait l'accent sur la manière dont la barbarie trouve à se nourrir de la modernité, soit maintenant passé dans le langage courant. Ainsi, l'œuvre de Thérèse s'est-elle construite autour de la théologie du mal, qui, plus encore que du XXe siècle, était selon elle la marque de l'humanité depuis le début des temps. Les réponses qu'elle a apportées à cette confrontation ont varié. La force de son engagement personnel a d'abord témoigné du fait que, sur le plan de la conduite individuelle, le combat devait s'engager, bien sûr, immédiatement et sans réserve. Elle reconnaissait en même temps que l'objectif était loin de pouvoir être atteint au plan collectif dans un contexte international de plus en plus perturbé. La traversée du miroir accomplie avec l'appel de l'ombre a ensuite opéré, je crois, comme une inversion. Si la connaissance qui nous permet de combattre le mal y apparaît comme un acte éthique et politique, c'est dans la mesure où elle s'émancipe de la pure rationalité. En faisant une place à l'irrationnel dans l'immanence du monde, elle a déplacé la frontière entre ce qu'il nous faut saisir de lui pour le rendre meilleur et ce qui demeure hors de notre portée. Enfin, la question que pose Freud, l'homme sans passé, moins celle de l'éradication du mal que de son contrôle possible au niveau collectif comme individuel, montre que s'il nous faut accepter son existence, il demeure de notre ressort que ces explosions soudaines et difficilement contrôlables se fassent de plus en plus rares. Le mal habite notre espace, il nous entoure. À ceux qui voudraient s'en persuader, la lecture du prologue de l'ensauvagement suffirait. Ce constat, et on l'a répété ce matin, est celui d'une praticienne, car le mal dont il est ici question, qui revêt le visage des armes atomiques ou bactériologiques, comme des pays qui y ont recours, est celui que Thérèse côtoyait quotidiennement. La grande nouveauté de notre époque vient en effet de ce que, contrairement au siècle passé, il nous est désormais impossible d'en repousser l'existence vers d'autres mondes, d'autres lieux, au-delà d'autres frontières, comme d'en rendre responsable une humanité différente. Les drames du XXe siècle, dont certains n'ont même pas encore trouvé place dans la mémoire collective, à l'image des massacres qui ont eu lieu en Chine ou des expérimentations du camp S-21 dont elle avait grand souci, semblent avoir obscurci pour longtemps notre horizon. L'histoire aurait-elle pu être différente ? Sans doute pas. Thérèse Delpech avait consacré sa thèse à la pensée de Saint-Anselme, on l'a rappelé ce matin. Or, il n'existe sans doute aucune démonstration dans l'histoire de la théologie et de la philosophie qui, plus que la preuve ontologique de l'existence de Dieu, ne déploie pareille puissance argumentative.
pas même, je crois, l'établissement du cogito cartésien. Si Anselme n'a pas su convaincre, c'est que le pouvoir de la raison rencontre ses limites. C'est également ce que nous dit l'énigme de l'histoire. Énigme, un mot qu'affectionnait François Furet et qu'emploie Thérèse. Ce caractère énigmatique, s'il résulte en partie d'un emballement de l'histoire, n'exclut pas pour autant l'homme des causes de son déroulement. Elle, qui dialoguait avec Maurice de Saxe, savait que la guerre niche au plus profond des cœurs. Ainsi, ne faut-il pas comprendre la pensée de l'histoire de Thérèse comme traçant une frontière étanche entre, d'un côté, les responsabilités de l'histoire et, de l'autre, le destin de l'homme. La faille, écrit-elle, est aussi du côté de l'acteur. La faille, le mot lui-même est de Paul Ricoeur dans une conférence qu'il avait faite sur le mal à Louvain en 2004. Ce qui a caractérisé le XXe siècle et semble devoir plus encore définir le siècle qui s'annonce est en effet un effet de miroir entre le désordre du monde et la psychologie inquiète de nos contemporains. S'il reviendra au livre sur Freud de s'interroger plus longuement sur les mécanismes psychologiques et culturels de cette homologie, celle-ci sert, me semble-t-il, de fil conducteur à la pensée de Thérèse dès l'ensauvagement. C'est en l'homme lui-même que l'histoire trouve les raisons de son accélération tragique, dans l'indifférence, la surdité coupable qu'il manifeste à l'égard des dangers qui s'annoncent, et plus que tout, dans son incapacité à s'insurger contre les crimes dont il est le témoin, voire même dans les efforts qu'il lui arrive de faire pour les justifier. La théologie du mal qui habite la réflexion de Thérèse rend l'homme responsable des massacres de l'histoire, au propre comme au figuré. S'il n'existe pas de toute puissance de la raison, celle-ci commet en outre des fautes, comme lorsqu'elle renonce à défendre les valeurs qui l'établissent. Tel est le visage que prend le mal au XXe siècle. Il a pour nom oubli, aveuglement ou déni de la réalité. Notre responsabilité est dans ce domaine aussi bien collective qu'individuelle. Nous sommes tous coupables dans la mesure où la mémoire et les témoignages des horreurs passées auraient dû suffire à tenter de prévenir les suivantes. À la défense des valeurs qui fondent nos démocraties, nous avons préféré l'irénisme, qui conduit à penser que la dimension sans précédent des tragédies vécues par la génération précédente suffisait à nous immuniser. Le mal est l'autre nom de cette démission des nations. Peut-être en aurait-il autrement si nous avions su lire. C'est à chacun d'entre nous, individuellement, que s'adressent Vassili Grossman, Varlam Shalamov ou Andrei Signavski. Leurs paroles ont la profondeur qu'avaient autrefois les sermons des théologiens. Elles sont un avertissement sur la nature humaine et une injonction à en combattre les instincts. C'est du moins, je crois, l'interprétation qu'en faisait Thérèse. Plus que d'événements passés, ils nous mettent en garde contre nous-mêmes. D'où ce parallèle absolument saisissant entre 1905 et 2005, qui est au cœur, vous savez, de l'ensauvagement, et l'idée que les récits des grands auteurs nous en disent plus sur l'histoire et sur nous-mêmes que tous les manuels de stratégie. Il y a dans la théologie du mal, telle que la pense Thérèse, me semble-t-il, les débuts d'un voyage. Celui-là même qu'entreprend Ismaël au début de Moby Dick. Et comme Melville, pourtant, Thérèse refuse à Ismaël le statut du héros. Tout au plus est-il un témoin, celui auquel le père Maple annonce donc ce qui va lui arriver, faute d'avoir su détourner Achab de son projet et de s'être opposé à lui. Mais là où Ismaël fuit le cafard et les malheurs de l'âme en prenant la mer, c'est en cherchant à le combattre par la connaissance que Thérèse choisit de chasser le cafard et de se purger le sang. La manière la plus juste et la plus efficace que nous ayons de le faire consiste à acquérir l'intelligence du monde dans lequel nous vivons. La démission de l'Occident prend prétexte du nombre pour étendre un voile pudique sur la faiblesse de chacun. L'ensauvagement, on le sait, n'est pas seulement matériel,
il est également spirituel, incarné par une perte de repères qui engendre peur et repli face aux incertitudes du devenir commun. Que faudrait-il pour que, au contraire, se dégage l'idée d'un avenir partagé, sinon radieux, du moins vivable? Tout simplement, nous dit-elle, que nous prenions la mesure de l'obstacle que constitue le vide spirituel dans lequel nous nous mouvons pour défendre ensemble les valeurs qui sont les nôtres. C'est à cette analyse de l'état des forces en présence et de la compréhension donc du monde et de la situation internationale que ces articles, que ces livres, l'un après l'autre, ont cherché à contribuer. La guerre parfaite, qu'on a rappelée ce matin, montrait comment s'est joué devant nos yeux le décalage entre les illusions créées par le développement des moyens technologiques et de communication sur la possibilité de gagner des guerres de façon éclair et indolore, pour le vainqueur en tout cas, et cette ruse de l'histoire qui consiste pour les démocraties à refuser le plus souvent d'utiliser les armes qui sont en leur pouvoir. L'ensauvagement mettait en garde sur la nécessité d'être plus lucide que les générations qui nous avaient précédés. Politique du chaos détaillait les ambitions des puissances émergentes. Le grand perturbateur dénonçait l'ambition nucléaire iranienne et ses conséquences. Pourtant, serions-nous intelligents, volontaires, intraitables sur la défense de nos valeurs, la partie ne serait pas encore complètement gagnée. L'avenir, écrivait Thérèse en 1998 dans la postface à la guerre parfaite, dépend de deux conditions. La première, l'intelligence consacrée à l'analyse des conflits et à leur prévention. La seconde, une part de chance. La première condition, vous l'aurez compris, repose sur les hommes. Quant à la seconde, ajoutait-elle, nous devions la laisser aux dieux. Car la connaissance dont il est ici question n'appartient plus seulement au domaine du rationnel. Elle fait leur place, je crois, aux sentiments, aux intuitions peut-être, aux qualités humaines comme le courage sûrement. La connaissance dont Thérèse affirme qu'elle peut combattre le mal est avant tout un acte éthique, je pourrais presque dire d'ailleurs un geste esthétique. Elle déploie dans un même mouvement la force du jugement et un pari résolu sur l'avenir. Et ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, que l'appel de l'ombre s'ouvre sur la question de la Trinité. Il s'agit moins d'exercer son esprit à la solution d'une énigme théologique liée à la consubstantialité des trois personnes que de réfléchir, je crois, à la notion d'intercession dans le monde contemporain, même si certains des rapprochements opérés, ou plutôt, je dirais, l'apparente légèreté de ton avec laquelle ils sont évoqués, peuvent sembler iconoclastes. Intercéder pour l'humanité n'a pas, sous la plume de Thérèse, un sens directement religieux. Cela revient en revanche à porter au plus haut la vocation de l'homme, à le pousser à réaliser son humanité, autrement dit à défendre les valeurs à travers lesquelles celle-ci est parvenue à se perpétuer. La Trinité n'est en effet pas une question accessoire. Elle a configuré le monde dans lequel ont vécu les hommes jusqu'à ce que la critique biblique, puis la philosophie des Lumières, n'en renvoie l'idée à une simple représentation. Ce que nous dit la Trinité aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, que nous vivons dans un monde parcouru de différentes polarités, qui parfois ne coïncident pas, voire même divergent ou s'opposent. Le message qu'elle véhicule est que Kant fit sien, le limitant, pour son cas, à l'exercice de la raison critique, indique qu'il revient à l'homme, s'il veut passer les épreuves terrestres, d'apprendre à s'orienter. Savoir s'orienter signifie, selon la leçon que nous donnent les hommes du XVIe siècle, et quelle que soit leur manière de représenter la coprésence, donner une direction au monde, même s'il est impossible d'en éclaircir le mystère. Ils acceptaient de s'y soumettre, lui reconnaissant une légitimité. Ce chapitre quasi introductif de l'appel de l'ombre nous rappelle combien il demeure important aujourd'hui de reconnaître nos valeurs et d'en imposer le respect, quand bien même nous aurions d'ailleurs du mal à en appréhender la totalité du sens.
La parution, le 18 janvier de cette année, le jour même de sa mort, de L'homme sans passé, annonçait, je crois, une nouvelle étape dans cette théologie du mal. Dans le Freud de Thérèse, responsabilité individuelle et collective se rejoignent. La question du mal n'en est pas absente, mais elle est approchée de manière détournée à travers la pensée du père de la psychanalyse. La réflexion sur l'œuvre de Freud, outre la réaction à une forme de malhonnêteté des attaques proférées à son encontre par Michel Onfray, qui avait absolument révulsé Thérèse, ouvre sur la nécessité de trouver un équilibre entre rationnel et irrationnel, tout comme elle fait signe, me semble-t-il, vers le principe selon lequel, faute de pouvoir éradiquer le mal, il faut en limiter la portée. Comme Freud, en effet, Thérèse se résout à admettre la permanence du mal. Il nous revient en revanche d'en contrôler les éclats et leurs conséquences. Confronté à des traumatismes violents, le psychisme humain, nous dit Freud, tente de s'en protéger en les refoulant ou en fabriquant des barrières de protection qui prendront la forme de névrose ou de psychose. Son souci de guérir ces atteintes psychiques à travers la remontée des souvenirs personnels témoigne en fait de la manière dont se trouvent liés à ses yeux l'individu et la société. Tel est en effet, je crois, le paradoxe de Freud, qui rejoint en écho ce que fut la dernière quête de Thérèse. L'idée selon laquelle les pulsions appartiennent à la nature archaïque de l'homme et que rien ne peut arrêter leur manifestation, mais qu'il n'est pas vain d'essayer et que de ces tentatives dépend un avenir meilleur. De la même manière que l'homme est habité de pulsions inconscientes, l'histoire est traversée de courants souterrains qui jamais ne se tarissent, mais refont surface avec plus ou moins de violence, à intervalles plus ou moins rapprochés. Et c'est sur leur rythme et sur leur violence qu'il nous est possible d'intervenir. Il est étonnant de voir d'ailleurs comment Thérèse a repris, après Freud, le thème du déracinement et de la famille. Après la Révolution française et son travail de sape de la tradition qui mit un siècle à s'accomplir, après le traumatisme des totalitarismes et de l'extermination, l'urgence à garantir l'avenir repose sur le fait d'assumer le passé. Cela passe par l'héritage, car sans tradition, sans transmission, l'homme est seul au monde. Si Freud a échoué dans la mission qu'il s'était lui-même assignée, à savoir refonder une tradition en réécrivant l'histoire de ses pères, c'est à un défi analogue auquel, me semble-t-il, Thérèse a voulu se confronter. Mais pour cela, et contrairement à Freud, elle n'était pas seule. Elle s'est appuyée sur un ensemble d'auteurs, ceux qu'elle convoquait à chacun de ses livres, au premier rang desquels Shakespeare ou les auteurs russes. C'est que contrairement à Freud, Thérèse était une bonne lectrice, familière des univers qui lui tenaient à cœur. Elle entrait en dialogue avec chacune des œuvres, gravures, tableaux, morceaux de musique dont elle s'entourait. C'est donc à un travail de recomposition, en quelque sorte, de notre tradition qu'elle s'est livrée. En cherchant, chez ses auteurs favoris, non pas une nécessité de jugement, mais je dirais plus la mise en relation d'une situation extérieure et d'un trait de l'âme, et pourquoi pas une forme d'identification, d'écho à ses propres humeurs, persuadée de l'existence d'une exemplarité de l'histoire. Comme Freud, Thérèse avait en effet conscience des ravages que provoque l'évanouissement du passé. Mais contrairement à lui, ce n'est pas dans le souvenir qu'elle plaçait la force de résistance. Et ceci explique sans doute, me semble-t-il, l'absence de certains écrivains, on en parlait tout à l'heure, dans son panthéon. Un Kafka, par exemple, qui décrit un univers désespérément vide où s'applique une loi dans l'élaboration de laquelle l'homme est absent. Le passé, qu'elle ressuscite en permanence à travers ce dialogue avec les écrivains, est un passé actualisé. Dans les descriptions des épreuves que nous lisons, il ne s'agit pas pour nous de retrouver une sorte de portrait intemporel de l'âme humaine, mais plutôt les circonstances qui entourèrent les bouleversements de l'histoire.
Cette importance de la tradition est rappelée dans un chapitre consacré, un petit chapitre, si vous vous souvenez bien, à un personnage qui est très peu connu, dont elle nous dit qu'il est le plus mystérieux de la Bible, Melchisédek. En effet, de Melchisédek, on ne connaît ni les parents, ni les enfants, ni rien d'ailleurs, si ce n'est que, je crois, enfin c'est ce qu'en dit Thérèse, donc je n'ai pas été voir les textes, il est le roi de la paix. Comme les générations de nos parents, comme celle de Freud, Melchisédek a vécu des traumatismes. Il a connu le déluge. Mais contrairement à Freud, c'est dans la prêtrise qu'il est allé chercher de quoi écarter à jamais la colère du divin. Puisque, en effet, c'est Dieu qui rétablit la transmission à travers le psaume 110, qui inscrit, qui faisant la généalogie du Messie, vous savez, l'inscrit dans l'ordre de Melchisédek. Que nous dit Melchisédek? Que pour assurer la paix et la justice et éloigner la colère de Dieu, il faut restaurer la tradition et assurer l'ordre de la transmission. Ainsi s'explique aux yeux de Thérèse le drame personnel, ce parricide inaccompli de Freud, pourtant l'un des esprits les plus audacieux de l'humanité. À l'inverse de Moïse, dans lequel Freud voyait une sorte d'alter ego, et auquel, vous savez, il consacra son dernier livre, Moïse et le monothéisme, enfin qu'il publia plus exactement avant sa mort, et qui est, Moïse, celui qui fonde la tradition. En réalité, Thérèse en fait l'opposé de Freud, puisque Freud échoue dans sa volonté de reconstruire l'humanité en redessinant les fondements. C'est dire si l'humanité se définit avant tout comme un legs dont il nous appartient d'assurer la continuité et de le transmettre à nos enfants. L'histoire des hommes n'est pas le combat du bien cherchant à vaincre le mal, écrivait Vassili Grossman dans Vie et Destin. L'histoire de l'homme, c'est le combat du mal cherchant à écraser la minuscule graine d'humanité. Mais si même maintenant l'humain n'a pas été tué en l'homme, jamais il ne vaincra. Je crois que c'est une part de cette éternité en laquelle elle croyait que nous lègue Thérèse. Je vous remercie. Je vais donc continuer ce qui a été commencé par la précédente oratrice pour parler surtout de l'homme sans passé. Lors de deux conversations téléphoniques que nous avions eues mi-décembre, Thérèse Delpech m'avait demandé de lire son livre parce qu'elle craignait la critique de certains chroniqueurs de la psychanalyse. J'ai donc parcouru le livre juste avant sa parution et nous avions convenu de nous rencontrer début février. Quand je suis rentrée à Paris, elle n'était plus là. Alors cet arrachement à la vie m'a paru d'une telle brutalité, et surtout il donne pour moi et pour tout le monde, je crois, à l'homme sans passé et après coup une espèce de valeur testamentaire. Le livre a plusieurs qualités essentielles. D'abord, il est tout à fait inaccoutumé qu'un non-psychanalyste écrivent quelque chose d'aussi juste, profond, documenté sur l'œuvre et la vie de Freud. Quelques rares historiens s'y sont essayés aux États-Unis. Quant aux philosophes en France du moins, ils auraient plutôt tendance à produire des réquisitoires, comme cela vient d'être dit. L'homme sans passé est un écrit intense, mais serein. Il n'a rien d'apologétique. Et s'il contient quelques critiques de fond et laisse des questions ouvertes, il ne tombe jamais dans l'accusation. Au contraire, Thérèse s'élève contre un certain révisionnisme qui frappe l'œuvre de Freud aujourd'hui. Elle a l'écriture lucide d'un chercheur épris de vérité, comme Freud l'avait été d'ailleurs lui-même. La structure du livre est très originale. Écrit en 3 parties, chaque chapitre conjugue le texte de l'auteur sur Freud, l'homme et le penseur, avec l'analyse d'une œuvre littéraire que Sigmund Freud et Thérèse Delpech, je crois, ont tous deux passionnément aimé, parce que Freud était un immense lecteur.
Le prologue pose une question cruciale. En créant une nouvelle science du psychisme, Freud n'aurait-il pas d'abord surtout cherché à donner sens à la tragédie de son temps? Et je crois que c'est vrai, mais je crois que ça ne l'empêche pas d'être aussi le grand clinicien qu'il a été. Et le livre de Thérèse ne s'intéresse pas du tout à l'œuvre clinique de Freud, à la thérapeutique. C'est l'homme et le penseur qu'elle prend plutôt. Alors, comment survivre à une incommensurable tourmente, à 2 guerres mondiales d'une férocité sans précédent? Comment donner un sens à l'insensé, si ce n'est en postulant une destructivité interne, intrinsèque au psychisme humain? Alors, déjà dans l'Antiquité, Thucydide avait étudié les ravages de la guerre du Péloponnèse sur le psychisme des Grecs. Mais Freud, lui, a vécu quelque chose de beaucoup plus radical. Il s'agit d'une rupture de civilisation, la perte de toutes les traditions, le non-sens, le chaos. Alors, au prologue se mêle le dernier roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, et il dévoile l'axe central du livre de Thérèse, ce qui est le père symbolique et la question du parricide. Freud, lui, faisait des Frères Karamazov une œuvre qui, pour lui, égalait le théâtre de Shakespeare qu'il adorait. Il a d'ailleurs écrit un essai qui s'appelle Dostoïevski et le parricide. La première partie du livre, Pater semper incertus, est composée de 3 chapitres qui se conjuguent avec Le Roi des Aunes, La peau de chagrin, et La Gradiva du poète William Jensen, qui est une longue nouvelle dont Freud a fait une analyse très approfondie et tiré un de ses articles majeurs. Construite de la même façon, la seconde partie décline l'Énéide, L'homme au sable, dont Freud s'est servi aussi, et enfin Le paradis perdu, poème épique écrit par un John Milton, aveugle et en fin de vie. Alors, la façon qu'elle a eue d'intercaler son texte avec des œuvres que Freud a aimées et qu'il a lues, lui, comme confirmation de ses intuitions cliniques, donne au livre de Thérèse Delpech une architecture rigoureuse et un intérêt littéraire très spécial. L'homme sans passé, quand j'ai vu le titre, de prime abord, ça m'a semblé très énigmatique. Freud, qui dans sa recherche du passé se comparait à un archéologue explorant les strates du psychisme humain, le découvreur de la trace mnésique, concept aujourd'hui authentifié par les neuroscientifiques de la mémoire, lui qui a consacré sa vie à démontrer que pour guérir le trouble psychique, il faut en passer par la réminiscence, aussi dur et douloureux que cela puisse être. Freud, taxé de rigidité par ses disciples parce qu'il était un homme de règles et de traditions, le livre, une fois ouvert, on comprend, et c'est là une originalité plus essentielle encore que celle qui se dégage de sa facture. Thérèse est identifiée à Freud dans une lutte à mort pour mettre de l'ordre dans le chaos. Elle a finement perçu l'exigence de Freud, sa quête d'ordre et de vérité. Elle y retrouve certes une part d'elle-même. Ils sont tous deux d'immenses lecteurs, amoureux de l'histoire, de la culture, fins connaisseurs de l'Antiquité et ennemis jurés du retour toujours possible à la barbarie. C'est en tant que psychanalyste que je comprends que si Thérèse Delpech a su percevoir un côté de Freud qui a échappé à beaucoup de ses exégètes, c'est en s'identifiant profondément avec le fondateur de la psychanalyse. Qui était l'homme Sigmund Freud, se demande Thérèse. Qui est cet homme qui entra en guerre avec tout l'establishment médical de son époque pour affirmer que nous sommes tous porteurs d'une part d'ombre, inconscient qui nous échappe et trompe notre vigilance? Freud, pour qui le rêve est une mise en scène où le rêveur combine ses désirs inconscients de la veille avec des souhaits refoulés de sa plus tendre enfance, que la pensée s'enracine dans le désir et donc dans le corps, que le travail de civilisation, Kulturarbeit, passe par l'éducation et la pensée, car à tout moment peut renaître la sauvagerie. Thérèse Delpech s'interroge sur le rapport de Freud, ce juif sans Dieu, c'est ainsi qu'il se définissait lui-même,
à l'histoire et comprend que son insistance sur la question du père concerne l'intrication nécessaire, inévitable, entre une histoire individuelle et l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'histoire individuelle si elle n'est pas intriquée à une préhistoire. Freud l'appelait la préhistoire personnelle, mais c'est l'histoire de l'humanité. Freud, le révolutionnaire, car quand même l'introduction de la psychanalyse est bien une révolution de la pensée à l'époque, était farouchement opposé à la tabula rasa. Il pensait que sans passé, l'homme perdrait sa part d'humanité. Deux grands thèmes ont habité Freud qu'il développe tout au long de son œuvre et qu'on retrouve justement comme deux grands thèmes de Thérèse Delpech qu'elle suit dans le livre, mais aussi dans d'autres écrits. La première pensée, c'est la compulsion de répétition, c'est-à-dire que la méconnaissance de l'histoire contraint à une inlassable répétition. La compulsion de répétition, force incoercible, d'origine inconsciente, qui nous pousse à nous replacer dans les mêmes situations, souvent pénibles, répétant ainsi des expériences anciennes dont le prototype a été oublié. Et pour dire les choses extrêmement simplement, la répétition est en effet la forme de mémoire la plus primitive, la plus animale. Il faut une élaboration psychique pour que ça passe au statut de souvenir. Le but de la psychanalyse comme thérapie individuelle consiste en un travail de mémoire qui devrait déjouer les répétitions dont nous sommes et les acteurs et les victimes. Après la Première Guerre mondiale, et Freud avait été terrassé par cette guerre parce qu'il y avait perdu son fils préféré, il va se questionner sur le traumatisme et la destructivité. Pas que ces thèmes aient été absents du début de son œuvre, mais là, ça le hante. Les deux sont pour lui liés. Plus nous laissons libre cours à la destructivité humaine, plus nous avons, nous, comme thérapeutes, à faire face à des patients en état traumatique. Neurologue, médecin, Freud s'est confronté à ces patients qui revivent chaque nuit sous forme de cauchemars et chaque jour des scènes atroces. Il en a tiré une théorie, une technique clinique qui est aujourd'hui très répandue. Je ne vais pas entrer dedans, mais en fait, tout ce qu'on appelle maintenant la gestion du stress post-traumatique a une base totalement freudienne. Donc, toujours dans la destructivité, en 1920, 2 ans après la Première Guerre mondiale, il introduit le concept de pulsion de mort. C'est une très mauvaise dénomination. Thérèse Delpech le souligne et je suis totalement en accord avec elle, car la pulsion de mort n'a rien à voir avec la mort biologique, inévitable, mais concerne la destruction des liens et donc du sens. La pulsion de mort produit une mort psychique, un gel qui attaque la part d'humanité en nous. Sans histoire et sans sens, l'humain devient l'animal le plus destructeur de la création. Alors, je voudrais préciser aussi que le père dont parlent Freud et Thérèse Delpech est bien sûr un père symbolique. S'il passe pour l'enfant par la figure du père de chair et de sang qu'il connaît, le père freudien, qu'il nomme père de la préhistoire, c'est une fonction porteuse de la loi et du savoir. Le meurtre du père, ou le parricide, également symbolique, concerne l'appropriation des qualités et du savoir du père par identification et le dépassement. C'est ça le meurtre. Le jeune garçon s'empare de son père par identification, écrit Freud. Il veut dire la fille aussi. Il dit le garçon, mais ce n'est pas réservé aux garçons. Ainsi, quand Thérèse intitule la première partie du livre « Pater semper incertus », elle ne se réfère pas à l'acception classique de l'adage du droit romain, mais à une histoire d'enfance de Freud qui, pour elle, met en lumière le rapport de Freud à Jacob, son père.
et qui éclaire une théorie freudienne sur ce que nous autres psychanalystes appelons le roman familial. Alors, lors d'une promenade, Jacob, fils de rabbin, homme modeste mais lettré, va raconter au petit Freud de 5 ans qu'il tient par la main que des années auparavant, pour l'obliger de descendre du trottoir réservé aux non-juifs, un officier avait pris son chapeau et l'avait jeté dans le caniveau. Très humilié, le petit garçon demande à son père s'il s'est battu, et il est très déçu par ce père grand et fort qui lui avoue n'avoir pas provoqué de rixe. Tout père réel se montre un jour défaillant aux yeux de l'enfant qui l'idéalise. Et vous savez, il s'en faut de peu, un tout petit mensonge, un retard, une promesse oubliée, et c'est le choc pour l'enfant. S'ensuit de la colère réprimée, et en tout cas un conflit d'ambivalence. L'enfant va se chercher alors des paires de substitutions, et parfois s'invente un roman, le roman familial, scénario imaginaire au travers duquel l'enfant modifie sa filiation et se choisit des pères qu'il se choisit. Alors, dans la première partie du livre précédé par les frères Karamazov, tous parricides, 4, 3 frères et un demi-frère, est suivi du sublime roman de Goethe, Le Roi des Aunes, où en fait un père défaille à sauver son fils de la mort. Thérèse, à travers ses romans et la théorie du roman familial, va se mettre à analyser les choix culturels de Freud au travers d'identifications à des paires de substitutions. Hannibal, Oedipe, Joseph, Moïse. Elle dissèque, elle cherche à la loupe, elle regarde les choix culturels de Freud, ses différentes passions pour l'Antiquité égyptienne, Rome, l'Acropole. Elle le fait avec beaucoup de finesse et de respect, sans jamais faire ce qu'on appelle de l'analyse sauvage, ni entrer dans la vie privée. Car si Freud était un personnage public, à la fin de sa vie surtout, c'était un homme très secret. Je dois dire que je suis personnellement très choquée de voir paraître des œuvres, des livres, qui à partir de son œuvre déduisent toutes sortes de fantaisies sur une vie privée dont on sait encore aujourd'hui très peu de choses. Plus loin, dans des belles pages entrelacées avec La peau de chagrin, que Freud lisait à Londres juste avant sa mort, Thérèse va se passionner pour l'exceptionnel collectionneur d'antiquités qui était le fondateur de la psychanalyse. Elle avance l'hypothèse selon laquelle, tournée vers les divinités du monde grec et égyptien, cette collection est une partie importante du travail de deuil de Freud. Et en effet, j'ai vérifié les dates Jacob est en effet mort lorsque Freud se met à acheter des statuettes et des tanagras. Mais Thérèse Delpech ajoute que ces choix laisseraient percer une hostilité contre le Dieu dur et violent de la Torah, que la tradition juive d'ailleurs empêche de représenter. Elle se souvient aussi que Jacob Freud avait offert à son fils une Bible de Philippson. C'est une Bible illustrée des dieux égyptiens, ceci pour indiquer la proximité des mondes hébreux et égyptiens. Elle induit donc, elle réfléchit sur ce glissement et en déduit toute l'ambivalence envers la figure du père que cacherait cette collection, dont elle fait un rempart symbolique contre l'angoisse identitaire d'un intellectuel juif déraciné, athée de plus, dans la tourmente d'une époque qui a connu la Shoah. Non seulement Thérèse Delpech connaît à fond l'œuvre scientifique de Freud, mais elle a aussi lu ses correspondances avec Einstein, Romain Rolland, Fliess, Arthur Schnitzler. Elle inscrit Freud dans la lignée de Spinoza, ces grands penseurs qui cherchent à se libérer d'une tradition très contraignante et produisent une œuvre universelle en rupture avec leur culture. Je n'entrerai pas ici dans l'analyse que fait Thérèse Delpech des écrits de Freud sur la féminité. Sa lecture est tout à fait juste.
ni dans sa lecture de l'article majeur qui est l'inquiétante étrangeté. La richesse du livre, le foisonnement de références à une culture philosophique qu'elle partage avec Freud, le rend absolument non résumable. L'homme sans passé fait partie de ces ouvrages qu'il faut prendre le temps de lire en le posant pour y penser un peu. Alors, avant de conclure, je voudrais dire ici que L'homme sans passé, à mon sens, n'est pas un livre sur Freud et la tragédie historique, mais, je crois, le 3e volume d'une trilogie dont le premier tome date de 2005, c'est L'ensauvagement dont vous avez parlé, Retour de la barbarie au XXIe siècle, et le second, L'appel de l'ombre, Puissance de l'irrationnel. En exergue de L'ensauvagement, ça m'a énormément frappé. Thérèse Delpech cite Kafka. Et elle cite une phrase de Kafka qui avait beaucoup intéressé Freud. « Il faut briser en nous la mer gelée ». Elle se réfère, je crois, au gel de l'affect engendré par la déliaison de la pulsion de mort dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le chapitre 2, intitulé « Le principe de plaisir », et c'est un concept freudien, elle dénonce les dénis de réalité de l'Europe face à la montée des terrorismes. Elle martèle « Le mépris du passé condamne à la répétition et porte en lui les germes de l'intolérance, des dénis ultérieurs et de toutes les dérives. » Elle regrette que Freud n'ait pas pu découvrir des traitements psychanalytiques pour les collectivités. Lui-même le regrette aussi, je crois. Elle me semble épouser totalement un pessimisme fondamentalement freudien et que lui-même a dévoilé de plus en plus à partir de 1920 en écrivant « Analyse du moi et psychologie des foules », puis « L'avenir d'une illusion » en 1927 et « Malaise dans la civilisation » en 1930. L'ensauvagement est une analyse politique rigoureuse, passionnée de l'Occident en 2005, et il y a des parentés entre Malaise, 75 ans après, entre Malaise et l'ensauvagement. Le regard de Thérèse Delpech n'est pas moins sévère que celui de Freud, qui se désespère de voir les peuples préférer un bonheur immédiat au dur chemin de l'œuvre de civilisation. 5 ans après, vient un livre provoquant, profondément original à mon sens, L'Appel de l'ombre, dont je dirais qu'il est à la fois la suite de l'ensauvagement, mais contient au fond sa propre critique. Soudain, refusant de se laisser enfermer dans les prophéties tragiques que dictent l'histoire et la raison, elle propose de ne pas méconnaître ni stigmatiser les zones les plus obscures du psychisme, d'où peut surgir une créativité propre à renverser le cours des événements. Alors Thérèse savait-elle que Freud lui aussi se cachait de ses disciples pour courir les médiums, afin de tenter de donner une base scientifique à des phénomènes de télépathie? C'est dans une correspondance avec Ferenczi qu'elle ne cite pas là. Encore très peu exploitée par la philosophie des sciences, parce qu'il s'agit en fait d'une recherche fondamentale qui, malheureusement, la recherche fondamentale aujourd'hui, quand elle est sans intérêt techniques et commerciaux, n'est pas promue. Or, il y a eu en 2006 la découverte par une équipe italienne des neurones miroirs dans le cortex moteur, qui pourraient justifier la recherche de Freud, aussi folle qu'elle puisse paraître. Car branchés sur l'interlocuteur, ces neurones transmettent par une voie transsynaptique des informations sur l'état émotionnel de l'autre. C'est quand même une découverte absolument bouleversante. Alors, Thérèse conclut L'Appel de l'ombre en parlant, elle aussi, de la recherche et de la recherche scientifique. Et elle dit « Tout ce qu'on sait est approximation ». Chaque découverte scientifique nous oblige à une expansion des frontières de l'ignorance. Des changements profonds de nos idées sont requis à chaque nouvelle étape de l'histoire.
Quant aux limites de la vie intellectuelle et psychique, elles s'étendent vers le haut comme vers le bas, vers l'obscur, l'ombre. Le titre qui m'avait été proposé était « Thérèse Delpech, lectrice de Freud ». Je crois qu'elle est bien plus qu'une lectrice ou exégète. Je la dirais continuatrice, parce qu'elle rend vivant tout un pan historique, politique, anthropologique de l'œuvre de Freud qui passe souvent inaperçu, mais qu'elle a su percer avec les yeux de l'esprit. Avec cette trilogie, enfin moi je la vois comme une trilogie, Thérèse Delpech laisse une œuvre d'érudition profonde, vibrante, visionnaire. Une somme sur le monde d'aujourd'hui dont justement elle n'exclut pas la psychanalyse, parce que ce qu'elle semble dire, c'est que, qu'on le veuille ou non, une certaine forme de pensée psychanalytique est aussi indispensable. Je vous remercie. Je vais donc parler de Thérèse Delpech et de la lecture de l'écriture. La Bible est un très beau livre d'images. Elle a fourni un stock inépuisable aux peintres, aux sculpteurs, aux musiciens, aux artistes de tous les temps. Il suffit de penser au seul livre de l'Apocalypse, qui est un réservoir à images de milliers d'œuvres d'art. Mais on aurait tort de limiter l'influence de la Bible aux seules ressources de l'imagination, car la Bible est aussi un réservoir à concepts. Cette histoire du monde, longue, compliquée, à rebondissements, qui s'identifie peu à peu avec celle d'un peuple, contient 1000 enseignements. Elle a fourni la trame sur laquelle a été tissée la toile de fond de toutes les doctrines et idéologies, ou presque. Attirée par la forme du christianisme qui met au premier plan l'écriture, c'est-à-dire la réforme protestante, Thérèse Delpech a de plus en plus mêlé à sa propre écriture le fil d'argent de l'écriture. Alors, que s'est-il passé ? Grâce à l'amicale sollicitation de Bruno Racine, j'ai lu son œuvre avec attention et j'ai été frappé par sa vive perception du mal dans l'humanité. Nous avons entendu Perrine Simon-Nahum, par cette dimension de l'angoisse luthérienne, peut-être trouvée d'abord chez Schopenhauer. Or, qu'est-ce que la Bible et surtout son premier testament ? C'est l'histoire d'un monde créé par un Dieu qui le trouva bon et d'un couple humain que Dieu trouva très bon. Mais cela ne dure pas longtemps. On a tendance à penser l'histoire du paradis terrestre comme inscrite dans la durée, mais cela a pu durer l'espace d'un battement d'ailes de papillon, l'espace d'un matin. Car l'après-midi, déjà, le mal est présent, le péché est consommé. Et toute la bibliothèque sainte, qu'on appelle une Bible, n'est que la narration des efforts faits par un peuple pour éviter le châtiment, pour échapper à la malédiction de Caïn, de Babel, du déluge, de Sodome. Les récits romancés de l'époque alexandrine, Jonas, Esther, Tobie, sont les meilleurs témoignages de cette angoisse d'être sauvé malgré tout. Et puis, massif, central, de date et d'auteur inconnus, le livre de Job, qui est surtout la plainte paradoxale du juste persécuté, car le rétablissement de Job dans sa fortune et son bonheur d'origine est escamoté dans une fin rapide, probablement surajoutée au récit originel. Il me semble que la place croissante occupée par la lecture de la Bible dans les écrits de Thérèse Delpech provient de ce souci de trouver une issue à la pensée tragique, à l'ensauvagement croissant, à la pensée, hélas, si justifiée, de la mort prochaine. De surcroît, les lectures multiples dont la Bible est susceptible, qui est la force de l'écriture mythique, paraissent mettre en œuvre la puissance même de l'irrationnel.
C'est dans l'appel de l'ombre, puissance de l'irrationnel, que Thérèse Delpech a en effet le plus utilisé le recours aux Écritures. Elle expose elle-même la construction du livre en 2 parties de 5 récits chacune, on pourrait dire 5 notules, séparées par un manège avec un subtil jeu de correspondance d'une partie à l'autre. Le premier chapitre se veut théologique. Excusez-moi, je suis surpris qu'une intelligence aussi vive n'ait pas saisi les vrais enjeux philosophiques des débats trinitaires, qui ne sont pas de simples escamotages, qui portent sur la définition de la personne, sur l'exploration de la volonté, de la mémoire, de l'entendement humain, sur le lien entre pouvoir et vouloir. Le traitement cavalier de la Trinité, qui prend ses aises avec l'histoire et avec la doctrine, est assez décevant, et je préfère laisser la théologie pour m'en tenir au chapitre biblique, sur le prophétisme, sur Jonas, et surtout sur Melchisédek. Une lecture superficielle peut laisser croire que dans la Bible, Thérèse Delpech voyait un lieu d'ombre commode. Mais un examen attentif de son usage des Écritures permet de voir autre chose. L'Écriture n'est pas seulement un ailleurs mythique, elle est un lieu précis où Thérèse Delpech trouve ce qu'elle veut dire. Elle puise dans l'Écriture de manière positive les éléments nécessaires à l'expression de sa pensée. C'est pour cela que je disais en commençant que la Bible n'est pas seulement un réservoir d'images, mais aussi un réservoir de concepts. Par exemple, le prophétisme, dont on sait qu'il signifie 2 choses, la prise de parole à la place de Dieu, le prophète comme porte-parole de la divinité, et le récit anticipé d'événements à venir, le prophète comme celui qui annonce ce qui va survenir. Bon. La figure est tentante pour quelqu'un qui travaille sur la prospective politique. Et précisément, les prophètes en Israël sont d'abord des prophètes de malheur. Je cite, « Ils annoncent la colère de Dieu, la destruction des villes, l'envahissement du pays par les épides et les ronces, et toutes sortes de désagréments. » Et Thérèse Delpech relève, avec une certaine satisfaction, dans le judaïsme, la prophétie messianique qui annonce la venue du Rédempteur à la fin des temps exprime une aspiration tragique à l'impossible. Elle reprend ici des interprétations du judaïsme libéral, écartant d'ailleurs, je dois le dire, toute la tradition piétiste, la plus vivante, celle qui attend avec anxiété et certitude la prochaine venue du Messie et la réparation qu'il apporte. Mais ce qu'elle retient, c'est cet aspect désespéré d'un prophétisme de l'illusion permettant de survivre dans une bulle close, dans la répétition et la névrose. Une bulle close, c'est peut-être le ventre de la baleine. Et le récit de Jonas est naturellement rapproché de Moby Dick de Melville grâce au sermon du révérend Maple. Mais Achab ne se repent pas. Et ici encore, l'histoire biblique se referme dans l'orgueil, la démesure et l'obstination funeste. Melchisédek a aussi attiré, on l'a dit, l'attention de Thérèse Delpech, cet énigmatique personnage qui apparaît au livre de la Genèse, dépourvu de généalogie, qui offre à Abraham du pain et du vin, lui octroie une bénédiction et reçoit en retour la dîme que lui verse le patriarche. Alors, ce personnage a causé bien des soucis à l'orthodoxie israélite. C'est un étranger, roi de Salem, un Cananéen sans doute, presque un Palestinien, fils d'une race maudite, qui se présente sur la route d'Abraham, qui bénit Abraham et qui reçoit de lui la dîme. Bien avant qu'il existe un sacerdoce lévitique, il se présente comme prêtre du Dieu très haut. Disons-le tout de suite, il ne faut pas chercher de sources érudites à l'interprétation de Thérèse Delpech, tout juste la Bible de Jérusalem et ses notes. Mais ce qui est décevant pour l'érudit est plein d'intérêt pour le croyant, car on assiste en direct, si j'ose ainsi parler, à l'effet que le texte biblique procure sur une intelligence vive, non préparée à l'accueillir, une sorte d'exégèse sauvage, une rencontre à l'état brut entre le texte biblique et une sensibilité aiguë. La parole de Dieu est une épée à 2 tranchants.
Et l'on assiste dans la lecture que Thérèse Delpech fait de l'écriture et dans l'écriture que lui suggère cette lecture au dépeçage d'une pensée atteinte jusqu'à l'os. Devant Abraham, devant Jacob, devant Moïse, devant Jonas et surtout devant Melchisédek, Thérèse Delpech réagit à vif, sans la parade des instruments traditionnels dont le commentateur savant est armé et qui le mettent en quelque sorte à l'abri d'une trop vive agression, l'érudition étant une sorte de bouclier devant la réactivité acide du texte biblique. Et il est passionnant de voir ce que l'écriture donne à l'état naissant, si j'ose dire. Dans L'homme sans passé, Thérèse Delpech souligne l'importance de la Bible dans l'évolution intellectuelle de Sigmund Freud, dans ses 3 identifications successives, avec Jacob comme interprète des songes, puis plus tard, lorsqu'il commença à claudiquer comme le boiteux, et enfin avec Moïse. Et un prologue inédit que m'a gentiment communiqué Bruno Racine est peut-être le dernier état du bon usage des Écritures dans l'écriture de Thérèse Delpech. Il s'agit bien évidemment de Jacob au chapitre 23 du livre de la Genèse. Conçu par Isaac et Rebecca, Jacob est le jumeau d'Ésaü. Il déçoit son frère à 2 reprises, vous en souvenez, pour le plat de lentilles et puis la bénédiction du patriarche, et doit fuir sa vengeance en choisissant l'exil en Orient. Travaillant pour le compte de Laban, un riche propriétaire, il épouse successivement ses 2 filles, Lia et Rachel. Enrichi, comblé de femmes et d'enfants, il revient vers son pays. Mais il craint, à juste titre, la colère rancunière de son frère et se prépare donc à disposer de la moitié de ses troupeaux pour lui en faire présent. Au matin, il prend ses 2 femmes et leurs 11 fils et leur fit passer le fleuve Yabok. Et pour citer la traduction de Le Maître de Sacy au XVIIe siècle, après avoir fait passer tout ce qui était à lui, il demeura seul en ce lieu-là. Et il parut en même temps un homme qui lutta contre lui jusqu'au matin. Cet homme, voyant qu'il ne pouvait le surmonter, lui toucha le nerf de la cuisse, qui se sécha aussitôt, et lui dit « Laissez-moi aller, car l'aurore commence déjà à paraître. » Jacob lui répondit « Je ne vous laisserai point aller que vous ne m'ayez béni. » Cet homme lui demanda « Comment vous appelez-vous » Il lui répondit « Jacob. » Et le même homme ajouta « On ne vous nommera plus à l'avenir Jacob, mais Israël, car vous avez été fort contre Dieu. Combien le serez-vous davantage contre les hommes ?» Jacob essaie en vain d'obtenir le nom de l'étranger, qui le bénit avant de disparaître. C'était le matin, Jacob Israël boite d'une jambe, et il quitte le gué du Yabok, qu'il avait nommé Phanuel, parce que, disait-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » On sait le parti que Thomas Mann a tiré de ce personnage dans les histoires de Jacob, en 1933, la première partie de la tétralogie de Joseph et ses frères, et puis aussi la riche tradition iconographique qui illustre cet épisode de la lutte avec l'ange. L'inconnu, dit Thérèse Delpech, est Samaël, l'ange d'Ésaü. Samaël, en hébreu, est un nom de Satan, mais Rabbi Hama ben Hanina reconnaît bien dans l'adversaire de Jacob l'ange d'Ésaü, un des commentateurs du Talmud. Surtout, elle interprète ce passage comme un test, comme l'épreuve que Dieu impose à ceux à qui il veut confier une mission. Thérèse Delpech s'interroge aussi sur la solitude de Jacob. Il demeura seul en ce lieu-là. La tradition des maîtres rabbiniques voit dans cette solitude, et l'on voit le côté très concret de l'enseignement rabbinique, le fait qu'il était revenu en arrière pour être sûr qu'il n'avait rien laissé. Donc il fait passer devant ses troupeaux, ses enfants et ses femmes, dans l'ordre de priorité, et il revient en arrière pour chercher si rien n'était resté sur l'autre rive. Jacob, d'après le Midrash Rabbah, aurait passé le fleuve parce que des jarres avaient été oubliées. Thérèse Delpech y voit l'épreuve suprême qui scelle l'alliance, une sorte de combat prométhéen, mais dont Jacob Israël sort vainqueur. Sa lignée, dit Thérèse Delpech, donnera naissance au Messie, vainqueur de la mort.
Et de façon originale, par rapport aussi bien aux notes habituelles qu'à la tradition rabbinique, elle voit dans l'inconnu le génie des morts, qui ne se manifeste que la nuit et ne supporte pas le jour. Ce qui explique « laisse-moi partir car l'aurore commence à paraître », que l'inconnu dit à Jacob. Alors la tradition rabbinique, là-dessus, voit plutôt un ange qui, comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, tire sa montre, son gousset, et dit « il est déjà... » mais mes amis vont commencer à chanter et je ne vais pas être là, il faut que je retourne, nous dit le Midrash Rabbah, le plus important Midrash de la Genèse, il faut que je retourne chanter en chœur les louanges du Très-Haut. Il y a une voix qui va manquer dans le chœur céleste et ça va pas, le patron ne va pas être content et donc l'ange part vite pour aller tenir son pupitre dans le chœur céleste. Mais c'est aussi une tradition qui ne peut pas accepter l'anthropomorphisme d'un Dieu qui lutterait au corps à corps avec un homme. Thérèse Delpech, pour sa part, dans une perspective chrétienne, y voit le risque que Dieu a pris de se faire tuer. Elle élargit sa lecture du récit. Cette longue nuit du combat de Jacob avec l'ange, c'est l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'elle a sans doute en mémoire l'extraordinaire fresque de Delacroix dans l'église Saint-Sulpice, 1861. Vous la connaissez, l'église Saint-Sulpice, cette grande fresque de Delacroix, quand on entre à droite, sur un rocher au bord du fleuve, le patriarche, de dos, pied droit arqué et poussant de son bras droit levé le bras gauche de l'ange, qu'il a saisi sous la cuisse gauche pour casser le nerf sciatique. Les rabbins y voyaient plutôt les parties viriles. Un superbe moment d'effort suspendu et brutal. Thérèse dit un être violent et brutal. Mais quel est l'enjeu de ce combat? Pourquoi ce refus du passage? Pour ma part, j'y lis, mais je ne sais pas si les psychanalystes seraient d'accord avec moi, le fait que nous sommes là aussi dans un rapport avec la vie d'Édipe qui prend un tour dramatique dans un passage étroit, quand il tue son père Laïos pour s'ouvrir un chemin. Précisément dans ce moment où Jacob se prépare à affronter son frère jumeau, il y a là cette figure qui se présente pour lui barrer le chemin. Et il réussit à la retenir, mais il y perd son nerf sciatique ou autre chose dans la tradition rabbinique. La pluralité des explications, de toute façon, fait toute la richesse du mythe, et l'écriture est riche de ces épisodes aux lectures multiples. Alors Thérèse Delpech a certainement été attirée par l'aspect tragique de ces récits qui remontent à la création du monde, et on retrouve cet attrait dans l'éloge du paradis perdu de Milton dans L'homme sans passé. Elle aime cette histoire sainte qui, sous couleur de narrer une chronique nationale, voudrait anticiper sur l'histoire de l'humanité de sa genèse à son ultime révélation, l'Apocalypse. Dans la Bible, elle a trouvé une histoire ratée dès le début, tordue, boiteuse comme Jacob, mais aussi une histoire qui finit bien par-delà déportation, destruction, souffrance et crucifixion. Elle fait bien, comme Freud, je cite, une lecture bouleversante de la Bible, dans L'homme sans passé, page 156. Et elle rappelle avec émotion la dédicace que Jacob, Freud, encore un Jacob, avait mise en hébreu sur la Bible de famille qu'il avait offerte à son fils, Sigismond Salomon, qui venait d'abréger son premier prénom en Zygmunt et qui avait laissé tomber le second, qui provenait de son grand-père, le rabbin Salomon Freud. Jacob Freud avait écrit en hébreu à l'intention de son fils « C'est le livre des livres, la source où les sages ont puisé et d'où les législateurs ont tiré le fondement du droit et de la justice. » Grâce à ce livre, poursuit Jacob à l'intention de son fils, tu as pu avoir une vision du Tout-Puissant. Tu as agi, tu as essayé de voler haut
sur les ailes de l'esprit. Tu as essayé de voler haut sur les ailes de l'esprit. Comme ces paroles me paraissent s'appliquer avec justesse à celles dont nous rappelons aujourd'hui la pensée altière et l'esprit engagé. Dans ce que j'appellerais moi aussi la trilogie de Thérèse, il y a pour les lecteurs quelque chose de déconcertant d'emblée. C'est d'abord bien sûr le choix des sujets. Le retour de la barbarie qu'elle traite dans le premier de ses ouvrages a un lien indiscutable avec le domaine de compétence de Thérèse. Mais l'irrationnel, sujet que traite le second livre, mais Freud, dont le troisième analyse la vie et les lectures. L'étonnement du lecteur tient encore à la manière très originale adoptée par Thérèse pour traiter ces sujets. L'ensauvagement nous convie, pour comprendre le monde où nous vivons, à déplacer le télescope d'un passé vieux d'un siècle à l'avenir, c'est-à-dire à voyager du révolu au prévisible, tout cela avant de prétendre déchiffrer le présent. L'appel de l'ombre, comme on l'a dit, se calque sur une étrange structure musicale faite de 2 mouvements lents, avec 5 variations chacun, qui encadrent un mouvement rapide, un tourniquet ou un manège, comme disait Thérèse, de 10 histoires brèves. Et l'homme sans passé, enfin, tresse, comme on l'a dit, la vie de Freud avec les lectures dont il était nourri, dans l'espoir que les uns éclairent les autres. Et on peut ajouter, pour déconcerter encore plus le lecteur, le recours volontaire de Thérèse à une écriture fragmentaire, cette écriture fragmentaire qui ne prétend pas obtenir l'adhésion du lecteur, qui ne prétend ni vaincre ni convaincre, mais qui tient le lecteur éveillé, en alerte, et prêt à broder lui-même sur le canevas qui lui est ainsi tendu. Que ces constructions très raffinées aient pu décontenancer les lecteurs, Thérèse en était tout à fait consciente. Au lecteur de l'appel de l'ombre, qui pouvait légitimement se demander quel lien ce livre entretenait avec le précédent, elle conseillait ironiquement la patience et elle tendait un passeport pour la nouvelle œuvre, ce fragment de l'ensauvagement où, après Nietzsche, elle attribue au vide spirituel du monde moderne les sectes et les superstitions en tout genre qu'il fait surgir et prospérer. Et la perplexité du lecteur, du reste, qu'elle cherchait ainsi à dissiper, n'est pas telle pourtant qu'on ne puisse discerner le fil qui court d'un de ces 3 ouvrages à l'autre et qu'expriment des mots qui reviennent obsessionnellement sous la plume de Thérèse, le substantif effroi et l'adjectif effroyable, et qui signalent chez elle la constance d'un sentiment et d'une idée. Le sentiment, on l'a déjà dit, c'est celui de l'extrême fragilité de notre tissu culturel, avec le perfectionnement des applications destructives, avec l'exaspération des rancunes nationales, la régression vers les instincts égoïstes, les signes de l'inhumain paraissaient à Thérèse se multiplier. Nul davantage qu'elle n'était convaincu, voire hanté, par la renaissance toujours possible de la sauvagerie. Elle tenait qu'il est beaucoup plus facile à un peuple éclairé de retourner à la barbarie qu'à un peuple barbare, de faire quelques pas vers la civilisation. Et chez elle, dire d'un être qu'il avait le sens du gouffre était un éloge indiscutable. Ce sens était très vif chez elle et il nourrissait l'idée, il inspirait l'idée de recenser ce que le progrès émancipateur des Lumières et l'avènement de la démocratie avaient fait perdre à l'humanité.
Alors bien sûr, ici, il faut s'entendre, Thérèse n'était nullement réactionnaire, elle était toute prête à reconnaître, avec Freud du reste, que ce bouleversement du monde avait par ailleurs fait gagner aux hommes, mais là n'était pas son principal propos, qui tenait dans l'inventaire de ce que l'entrée dans le monde démocratique nous a fait à tous oublier. Donc, en quoi consistait pour elle le bouleversement initié par les Lumières et consacré par la Révolution française? Il me semble que les livres de Thérèse mettent toujours en évidence deux des aspects essentiels de ce bouleversement. Le premier, c'est de constituer une ligne de partage des temps. Les hommes de la Révolution se mettent, probablement follement, avec Mirabeau, à penser qu'ils peuvent recommencer l'histoire des hommes en partant d'un an 1 de la liberté, en refaisant à frais neufs le contrat social et en congédiant les modèles de leur père. À travers ces modèles, bien sûr, la tradition, la généalogie, la transmission et la transcendance qui fondent l'autorité. Et puis le second aspect est de vivre désormais dans un monde dont la pente est de voir dans tout individu un semblable et qui tend vers une indistinction croissante des êtres. Les conséquences de ces deux changements, les livres de Thérèse les énumèrent comme des pertes irréparables. On peut commencer par le point le plus important, la continuité historique brisée. Il en résulte, selon Thérèse, une société oublieuse et arrogante, en proie à la frénésie de la nouveauté et de la nouvelle, et qui a perdu toute piété envers les souvenirs et les leçons des générations antérieures, où donc la relation des pères et des fils est devenue problématique. Tout le XIXe siècle, selon Thérèse, raconte cette histoire qui est tout à la fois celle d'un déicide, d'un régicide, d'un parricide. Dieu le Père, le roi paternel, le père de famille sont alors l'objet d'un même attentat ou d'une même décapitation, comme le voit si bien Balzac. Cette répudiation des pères a des conséquences dramatiques. D'une part, ce n'est pas seulement le rapport au passé qui est troublé, mais aussi le rapport à l'avenir, puisque nous ne pouvons pas dire où nous allons si nous ne pouvons dire d'où nous venons. Et d'autre part, parce que la désaffiliation est toujours facteur d'angoisse. Sans doute, plus personne ne peut nous commander nos actes, mais nous n'avons plus de modèles sur lesquels régler notre vie, et notre responsabilité dans notre bonheur ou notre malheur individuel devient écrasante. Enfin, et surtout, ce que nous avons voulu oublier, les leçons des ancêtres, la présence du mal, en effet, le surplomb du divin, va revenir sous des formes moins amènes. Une fois congédiées les grandes religions, on voit se multiplier les religiosités subalternes, ces dents du dragon, comme dit Nietzsche, désormais semées à profusion. Une fois la conscience réduite au seul usage de la raison, on voit l'irrationnel, et ici c'est Thérèse qui parle, chercher des issues dans la maladie, la violence, la guerre et la destruction. Une fois achevé le lumineux XVIIIe siècle, le siècle suivant se met à explorer obsessionnellement la profondeur caverneuse des villes et aussi des consciences. Et une fois écoulé le terrible XXe siècle, qui a vu se déchaîner une barbarie inédite, son héritage, écrit Thérèse, est d'une telle férocité que l'inconscient attend probablement des représailles. Ces retours pathologiques, à quoi Freud consacre sa réflexion, n'ont cessé de hanter la pensée de Thérèse, qui projetait d'écrire un livre sur le thème du retour, dont elle m'a dit avoir achevé un chapitre et qu'il faudrait impérativement retrouver. Le second trait de la modernité est la marche de plus en plus rapide à l'égalité des conditions,
Ce qui en résulte, c'est l'avènement d'une immense classe moyenne d'hommes moyens, interchangeables, et préoccupés de ce bien commun qui rend inévitablement commun. La pente de notre société est de fustiger comme autant d'intolérables privilèges toute rareté, toute originalité, toute dénivellation, même menue, entre les hommes. La frénésie de l'époque égalitaire est d'égaliser tous les destins dans une existence de plus en plus prosaïque et autonome. À cette ingratitude envers les siècles passés, à cette marée égalitaire de la démocratie, qu'est-ce que nous avons perdu? Thérèse l'énumère. D'abord la grandeur, celle des êtres, qui est devenue inintelligible désormais à une humanité rabougrie et frileuse. C'est un thème commun à Rousseau, à Chateaubriand, à Hugo. La grandeur des passions, la grandeur des œuvres, tant le mythe et la tragédie sont devenus opaques à nos contemporains. Ce que nous avons perdu aussi, c'est la beauté qui réclame la lente imprégnation de la culture, la vertu sous sa forme aristocratique, et même le sentiment de l'individualité, car plus l'homme démocratique se conçoit comme un individu indépendant, et plus il est paradoxalement englué dans une masse indistincte, plus il fait taire en lui toute voix discordante, et plus il épouse la conviction paisible et plate que tout se vaut. C'est donc un monde d'érosion généralisée que décrivent les 3 livres de Thérèse, une humanité coupée de ses attaches, transformée en sable, et pour laquelle elle n'en appelle à rien de moins qu'à une réforme intellectuelle et morale. Et c'est ici que je retrouve enfin la figure imposée que m'a réservé le plan de cette rencontre de la Bibliothèque nationale, la figure de la littérature, car pour comprendre le rôle que Thérèse lui assignait, il me semble qu'il fallait consentir à ce détour contre le vide d'une société oublieuse et horizontale que peut la littérature. D'entrée de jeu, Thérèse tient pour assurer la suprématie de la fiction sur l'histoire. Elle emprunte à Freud l'idée que les écrivains dament le pion aux analystes. Pourquoi? C'est que les grandes œuvres littéraires ont le pouvoir de faire comprendre la tragédie bien mieux que les livres d'histoire. Ceux-ci ont tendance à fuir la tragédie dans l'analyse abstraite des causes ou à la diluer dans les grands chiffres du malheur, rien de plus anesthésiant que ces grands chiffres. Et en revanche, celles-là, les œuvres littéraires, en parlant à l'émotion et à la sensibilité individuelle, font comprendre des vérités inaccessibles à la raison raisonnante. Elles communiquent ainsi le 1984 d'Orwell, qu'elle citait volontiers, un sentiment d'horreur qu'à ses yeux, les livres d'histoire étaient impuissants à faire vivre. La première vertu des grandes œuvres littéraires est de déployer en arrière des destins individuels la traîne des aïeux et de restituer la profondeur des héritages. À dire vrai, cette capacité est inégale selon les grands auteurs. Elle et moi rejouions souvent le vieux match qui opposait dans les cagnes de notre jeunesse l'œuvre de Stendhal à celle de Balzac. Stendhal, comme vous savez, raconte avec prédilection l'appareillage matinal des jeunes gens vers des terres inconnues et vante leur capacité à s'affranchir des déterminations, congédie les pères. Stendhal ne se résigne jamais à faire vieillir ses héros, et on pourrait dire que chez lui, les fils ne deviennent jamais pères. Or, Thérèse appréciait fort peu chez Stendhal ce que pour ma part j'appelais liberté, et qui à ses yeux était une affectation de désinvolture. Elle avait beaucoup plus de respect pour les héros balsaciens, qui n'oublient jamais
le milieu qui les a portés, le poids de la tradition, les êtres auxquels ils succèdent et leur place dans la lignée. Et l'inclination de Thérèse pour les œuvres qui restituent ce poids du passé était sans appel, et on le sent bien à l'analyse qu'elle fait de la dernière œuvre qui a accompagné Freud, La peau de chagrin. On sent à quel point elle sympathise avec l'idée que le rejet du père, loin de promettre la liberté stendhalienne, fait surgir des pères de substitution plus dangereux, plus autoritaires et parfois meurtriers. Elle créditait donc la grande littérature du pouvoir de s'opposer victorieusement à la société de la désaffiliation et de la table rase et de l'idéologie de l'homme nouveau. D'autre part, la littérature proteste, et c'était là pour Thérèse, aux yeux de Thérèse, sa deuxième vertu, contre l'uniformité de la société démocratique. Elle donne le moyen de retrouver, sous l'uniformité apparente des destins, l'infinie variété des parcours individuels. Les grandes œuvres n'égalisent jamais ni les êtres ni les trajectoires. Et ainsi de son analyse des frères Karamazov, où elle ne voit nullement l'analyse de la figure abstraite du parricide, mais l'examen de 4 parricides fort différents, 4 parricides et non 3, car Thérèse, plus subtile en ceci que bien des exégètes, fait aussi d'Alyosha un parricide par omission, à côté du parricide en acte, Smerdiakov, à côté de l'inspirateur du meurtre, Ivan, et à côté du meurtrier velléitaire, Dmitri. Restituer cette variété, c'est aussi du même coup rendre aux actes humains leur ambiguïté. Revenons au Karamazov et à la question célèbre soumise par Ivan à Alyosha. Si pour faire le bonheur des hommes, il fallait martyriser une seule créature, un tout petit enfant innocent, quel parti faudrait-il prendre? Question classique de notre vie politique et morale qu'on retrouve par exemple à chaque prise d'otage. Faut-il concéder une mort contre 100 vies ou sauver une vie contre 100 morts? Comme vous savez, Alyosha répond à Ivan conformément au sens commun par la négative. On ne peut pas, pour le bonheur des hommes, martyriser une seule créature innocente. Mais la question d'Ivan se complique, se dédouble ou même se multiplie aussitôt. Est-ce qu'il demande à Alyosha un simple accord de principe au marché envisagé, la torture d'un enfant contre le bonheur de tous, ou est-ce qu'il lui demande s'il serait personnellement disposé à prendre lui-même la responsabilité de la torture? Énigme. Autre exemple, constamment invoqué par Thérèse, le fantôme casqué qui se dresse sur le rempart d'Elseneur. Est-ce que c'est un vrai fantôme ou un faux fantôme? Et quel crédit faire à un père qui vient demander à un fils de commettre un assassinat pour venger celui qu'il a lui-même commis? Ceci ouvre une réflexion infinie, et il y a donc dans la fiction littéraire un contrepoids aux certitudes fixes, une immense réserve d'intelligence et d'imagination. Les grands livres sèment les points d'interrogation, et c'est la raison pour laquelle on peut passer sa vie en leur compagnie, ainsi comme vous le savez en usait Thérèse, qui vivait littéralement avec les grandes œuvres qu'elle avait élues. De Freud, elle a écrit que comme il était un être généreux, les meilleurs écrivains faisaient partie de son cercle d'amis personnels. Je suis tentée d'y voir un autoportrait. La littérature, enfin, restitue le sens du mystère chassé par la rationalité démocratique. Le monde, pour les grandes œuvres littéraires, est quelque chose de plus que ce qu'en disent la raison et la science. L'appel de l'ombre s'est consacré à explorer ce qui est un plaisir inépuisable de l'esprit,
retrouver la trace de l'invisible derrière le visible, déchiffrer le sens du mythe, de l'énigme, du rêve, de la prophétie, toutes choses qui ont passionné les hommes, mais qui sont, ou qui paraissaient à Thérèse, tombées en déshérence. Et c'est pourquoi le livre convoque tant de personnages énigmatiques, des fantômes, comme j'ai dit, demandant réparation, des prophètes, des faux et des vrais, les vrais reconnaissables à leur goût prononcés pour les catastrophes, un vieux père, le roi Lyre, qui souffre 1000 morts et fait souffrir 1000 morts en organisant et tout de travers sa succession, un brave parmi les braves, Ajax, qui se ridiculise en exterminant des moutons dans la nuit noire et qui lègue au lecteur de son histoire l'énigmatique question de savoir pourquoi Athéna poursuit ce héros de sa haine. On rencontre aussi un marchand de cercueils, croisé chez Pouchkine, et qui se voit tout à coup cerné dans sa salle à manger par tous les morts qu'il habille en bière. La littérature bouscule les catégories du possible et de l'impossible, de l'espace et du temps. À lire Thérèse, on comprend donc mieux ce qui sépare l'histoire de la littérature à l'avantage de celle-ci, et qui est précisément leur relation respective au mystère. L'énigme des comportements humains, bien entendu, sollicite l'historien aussi bien que le romancier. Mais le but de l'historien est toujours de restituer une chaîne causale telle qu'elle réduise la part du mystère. On peut plaider au contraire que les grandes œuvres littéraires approfondissent, au lieu de le dissiper, le mystère. Elles sont inconclusives, elles en appellent toujours à l'interprétation du lecteur, elles ouvrent un champ immense à l'imagination, et c'est le point qu'elle me concédait concernant Henry James, dont elle savait que c'était un de mes auteurs de prédilection. Elle jugeait assez sévèrement cet engouement, du reste, mais alors qu'elle ne partageait pas mon admiration pour James, elle me concédait au moins ce point, que James est un des auteurs dont les œuvres se terminent sur une énigme croissante ou même sur une cascade croissante de questions. Il faut tout de même dire que cet éloge du mystère n'était dans l'esprit de Thérèse nullement fait pour humilier la raison. Elle aurait volontiers dit que nous devons nous efforcer dans quantité de domaines d'être plus rationnels que nous ne nous vantons de l'être. Elle ne plaidait pas non plus pour une recrudescence de l'irrationnel dont notre société contemporaine est déjà largement pourvue sous forme d'horoscopes, de prophéties et de sorcellerie subalternes. Mais elle jugeait légitime d'entretenir un double soupçon sur la raison. D'une part, nous avons appris désormais amplement à quel point la raison a pu être utilisée pour justifier l'injustifiable, et d'autre part, nous avons aussi appris que les idéologies les plus meurtrières peuvent être la conséquence d'une hypertrophie de l'activité rationnelle. Si le sommeil de la raison engendre des monstres, l'usage exclusif et intempérant de la raison aussi. Et à trop la célébrer, on risque de perdre ce sens de l'énigme où toute activité créatrice trouvait chez Thérèse sa justification et son élan. Dans cette distance prise à l'égard de la raison, et sur quoi je voudrais conclure, il y a autre chose encore et qui rend, je trouve, très émouvant ces beaux livres nourris du dialogue avec les grands textes. De la raison qui vise l'universel, Hegel a écrit qu'elle ne peut s'éterniser auprès des blessures infligées aux individus. Ces blessures, Thérèse y était particulièrement sensible. Mais justement, les fables, les mythes, les légendes, la littérature lui paraissaient avoir un pouvoir encore, celui de mettre un baume sur les plaies, d'embellir
d'adoucir et de bercer la vie. Il y a là, à mon sens, un aveu d'existence, et il y a pour ses amis quelque chose de profondément consolant, la certitude que le secours des grands livres, amis plus constants et plus fidèles que nous avons su l'être, ne lui a jamais fait défaut. Voici cette journée maintenant touche à sa fin. Je voudrais vraiment redire ma gratitude, ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à sa préparation, à la Fondation pour la recherche stratégique, au Commissariat à l'énergie atomique, sans lequel nous n'aurions pas pu lui donner cette ampleur, à ceux qui viennent de prendre la parole et à ceux qui, évidemment, ont échangé ce matin. J'espère que l'objectif que nous étions assignés était atteint. Je crois que tous ceux qui l'ont connue savent que toujours Thérèse donnait à penser. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle était aussi une grande enseignante, qu'elle aimait l'enseignement justement, qu'elle aimait former, initier des jeunes gens, qu'elle a favorisé dans la position officielle qui était la sienne, la recherche dans le domaine de compétences stratégiques qui a été évoqué ce matin, et la Fondation pour la recherche stratégique a bénéficié tout au long des années de cette fidélité qui s'accompagnait d'une exigence sans concession sur la qualité du travail. J'ai pu voir aussi, d'ailleurs, c'était elle-même une travailleuse acharnée, et quand on voit les dossiers qu'elle rassemblait sur ces sujets, on en est littéralement impressionné. Elle aimait aussi la contradiction. Je suis sûr qu'elle aurait adoré poursuivre l'entretien, enfin un échange avec le père Arbogat sur la Bible. D'ailleurs, nous savons qu'elle était désireuse aussi d'avoir ou de s'initier à une lecture plus savante de la Bible aussi. Elle aimait la contradiction, le dialogue. Je partageais sa préférence envers Pascal par rapport à Montaigne. En revanche, nous n'étions pas d'accord sur Stendhal et Balzac. Et même si j'avais essayé de lui démontrer que la Chartreuse de Parme, qu'on décrit comme la quintessence de l'univers stendhalien, bien sûr, mais qu'on décrit souvent comme un roman solaire. Quand on le lit attentivement, on voit que la couleur dominante de ce roman est le noir. Dans tout, y compris de façon très, très concrète. Voilà, mais il s'agissait aussi de montrer que Thérèse était une intelligence supérieure, mais que ce n'était pas une pure mécanique intellectuelle. Au contraire, il y a été fait allusion, et cela a été abondamment expliqué aussi, sa sensibilité artistique, poétique, musicale était extrême. Elle était capable aussi d'une certaine, sinon de frivolité, d'une certaine légèreté, comme on le voit à la lecture de l'Appel de l'ombre dans certains chapitres, et aussi de fou rire tout à fait débridé dans certaines occasions. Voilà, je ne voudrais pas prolonger cette journée qui a déjà été très 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 riche, mais j'ai pensé que la manière de la conclure, c'était de nous faire revoir et réentendre Thérèse dans cette interview que la librairie Mola a bien voulu nous permettre de diffuser. Et encore une fois, à toutes et à tous, merci d'avoir été présents, pour certains depuis le début de la journée. Et j'espère que vous repartirez avec une image plus riche aussi, plus complète de Thérèse, car je suis sûr que pour certains qui la connaissaient, qui ont vu la réputation dont elle jouissait dans le domaine stratégique, c'était peut-être une découverte de voir à quel point elle était reconnue internationalement, peut-être plus qu'en France, où elle a fait prendre, je peux le dire, conscience à trop de gens de leur médiocrité et qui le lui ont reproché, et aussi à ceux qui la connaissaient sous l'angle de l'expert des relations internationales et de la stratégie nucléaire, l'amplitude et la profondeur de sa pensée, de sa sensibilité dans tous les domaines. Voilà, merci à toutes et à tous. Ce qu'il y a de plus original dans le livre,
c'est en fait trois choses. La première qui saute aux yeux dans la structure, c'est la façon dont sont intercalés des chapitres sur les œuvres que Freud a aimées. Ce ne sont pas des œuvres qui ont inspiré Freud, mais ce sont des œuvres le plus souvent où il a cherché des confirmations de ses thèses, en particulier les frères Karamazov et le thème du parricide. La deuxième chose, c'est le rapport à l'histoire. Et c'est un livre qui ne parle pas du rapport au père comme le rapport simplement d'un fils à son père, mais qui parle du rapport au père comme d'un rapport à l'ensemble de la tradition. Et comme au XIXe siècle, il y a tout un bouleversement des éléments politiques, familiaux, mais aussi religieux, c'est quand même le siècle de la mort de Dieu, il y a pour un juif autrichien quelque chose de particulièrement bouleversant, puisque dans la tradition juive, le peuple juif est celui qui est là pour transmettre. Donc, toute cette interrogation sur le rapport à l'histoire à travers son père est un élément, je crois, assez nouveau. Et la troisième chose, c'est la lecture, en fait, que je fais de la famille, où je présente Freud surtout sous l'angle de sa passion de la collection des objets de l'Antiquité, pas de l'Antiquité juive justement, mais de l'Antiquité égyptienne, de l'Antiquité romaine, de l'Antiquité grecque. Et il avait sur son bureau une sorte de rempart de Dieu qui, d'une certaine façon, était là pour répondre à son besoin de protection, qui pour lui n'était plus assuré par la tradition de ses ancêtres. Je suis extrêmement discrète sur la personnalité intime de Freud. Je ne suis pas moi-même psychanalyste et je respecte, disons, ce qu'il y a de plus intime dans sa vie. Mais dans les relations familiales, ce qui m'est apparu quand même assez clairement et dont je parle, c'est que le personnage le plus problématique n'était pas le père, comme on le dit souvent, mais était la mère. Et la mère qui, elle, a vécu presque aussi longtemps que Freud, elle a survécu une trentaine d'années à son mari, et il n'est pas allé à son enterrement. Alors il était lui-même extrêmement malade à l'époque, mais enfin quand même, quelques années plus tard, il se déplaçait pour aller à Londres, où il est parti en exil. Il n'est pas allé à l'enterrement de sa mère. Et ceci ne signifie pas qu'il n'aimait pas sa mère, mais ceci signifie que l'ambivalence des sentiments de Freud à l'égard de sa mère était au moins aussi grande, à mon avis beaucoup plus grande, qu'à l'égard de Jacob Freud, son père. Si vous voulez, ça, c'est un des thèmes faciles des années récentes, où on explique Freud par la cocaïne, ou bien où l'on explique Freud par sa volonté justement d'imposer un problème personnel à l'ensemble de l'humanité. Vous imaginez bien que si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu l'influence absolument énorme qu'il a eue, non seulement pour l'histoire de la psychanalyse, naturellement, mais aussi dans l'art, dans la littérature et dans toute la production intellectuelle du XXe siècle. C'est une version, je dirais, extraordinairement courte et, à mon avis, qui fait partie d'une sorte de révisionnisme. Après une période qui a été une période de très grande admiration et d'exaltation de Freud. Là, on est depuis un certain nombre d'années dans une période inverse, mais si vous voulez, mon livre ne se situe absolument pas dans cette perspective-là. Au contraire, ce que je pense, c'est bien plutôt qu'il traduit il traduit avec un talent exceptionnel les maladies de l'âme qui sont celles du XIXe siècle. L'homme sans passé
fait référence à la perte de toutes les traditions au XIXe. Et ce qui est extraordinaire avec Freud, c'est que d'une certaine façon, il pourrait dire exactement ce que dit Platon, c'est-à-dire que tout est souvenir. Et non seulement sa thérapeutique est une thérapeutique à base de souvenirs, puisqu'il s'agit justement d'amener le patient à se souvenir de sa petite enfance en particulier. Mais son travail dans Totem et Tabou et dans Moïse et le monothéisme, c'est une reconstruction complète de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, honnêtement, assez mauvaise, là, il faut le dire. Il se rend compte au moment où il va mourir qu'il a échoué sur ce plan-là. Le parricide est le thème principal de Freud avec Oedipe. Et comme c'est en fait un des thèmes principaux du XIXe siècle, ce que montre très bien Dostoïevski, c'est le dernier livre de Dostoïevski. Dostoïevski est mort à peu près 3 mois après avoir terminé Les Frères Karamazov. Or, dans Les Frères Karamazov, vous n'avez pas un parricide, mais vous en avez 4. Hein, les 3 frères légitimes et le fils naturel. Et donc, quand Freud a lu Les Frères Karamazov, pour qui il avait une admiration sans borne, pour qui, dont il a dit que c'était le plus grand roman jamais écrit, quand il a dit cela, il pensait naturellement, essentiellement, à la justification de ses propres thèses. Ce que je pense, c'est que c'était aussi une explication d'une des maladies principales du 19e. Tolstoï a été fasciné par ce livre pour des raisons qu'il n'explique pas. Parce que, en réalité, Tolstoï n'aimait pas Dostoïevski. Il avait le sentiment d'être un beaucoup plus grand artiste que Dostoïevski, sentiment que partage quelqu'un comme Nabokov, par exemple, qui dit de Tolstoï que c'est le plus grand écrivain russe après Pouchkine, mais qui dit que Dostoïevski est un très mauvais écrivain. Donc Tolstoï n'aimait pas, en fait, Dostoïevski. Mais il avait une grande, sinon admiration littéraire pour le livre des frères Karamazov, il avait en tout cas une sorte de fascination pour l'histoire qui était racontée dans les frères Karamazov, que lui, Tolstoï, aurait sans doute raconté autrement. Le thème même du parricide n'est pas très présent en fait chez Tolstoï. Ce sont d'autres thèmes dont il parle. Mais il se trouve que, comme vous le disiez, au moment de sa mort, c'est le livre qu'il avait sur sa table de chevet.